Le gouvernement Macron, si vous voulez, c'est vraiment un gouvernement typique au service justement des intérêts mondialistes, financiers et économiques. Donc il y a une double attaque, deux attaques convergentes contre nos sociétés de liberté. Une attaque venant des hypermondialistes libéraux et une attaque venant des marxistes, des anarcho-marxistes, si vous voulez, auxquels d'ailleurs se sont rejoints une grande partie des écologistes. Pierre Lurs, colonel et écrivain, alerte que notre société est doublement attaquée par les mondialistes libéraux et les marxistes. Selon lui, le gouvernement actuel est au service des intérêts mondialistes financiers et animé par l'idéologie du politiquement correct. Bonjour Pierre Lurs. Bonjour Ying. Bienvenue à l'émission Esprit français. Est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter? Eh bien écoutez, je suis donc français, je suis né en 1953 en province. D'ailleurs, on ne dit plus le mot province, on dit en région, alors que le mot province fait allusion à toute une histoire de France qui est à l'origine justement de notre pays. Voilà. Donc j'ai fait une école à Paris qui s'appelle Sciences Po, et ensuite après j'ai travaillé un petit peu dans le privé pendant quelques années. Et puis, j'ai passé un concours pour devenir officier de gendarmerie. J'ai une devise que j'ai empruntée à Jeanne d'Arc. Pendant son procès, quand on lui posait des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre, Jeanne d'Arc répondait « Passez outre, passez outre ». Et donc, j'ai repris ce « passer outre ». Au lieu que ça soit un impératif, c'est devenu un infinitif. Donc, c'est passer, ER, passer outre. C'est-à-dire effectivement ne pas se laisser embringuer, ne pas se laisser entraîner dans le flot des informations, le flot des affirmations, le flot des idéologies. Essayer de garder un petit peu son libre arbitre et si nécessaire passer outre. Voilà. Donc vous êtes colonel? Oui, absolument. Mm-hmm. Alors, vous m'avez donc, je suis colonel. Le nom que vous m'avez donné, Pierre Lurs, en fait, c'est un alias. C'est un alias parce que quand j'étais colonel, j'ai écrit un roman policier politique qui s'appelle La révolte des silencieux. Et je ne voulais pas, en fait, qu'il y ait une confusion entre ce que j'écrivais dans le livre et mes fonctions. Et donc, j'ai pris un alias. Et depuis, si vous voulez, quand j'ai une petite intervention publique, j'ai conservé cet alias. Voilà, c'est tout. Mm-hmm. Et vous avez dit c'est une chance de servir les Français. C'est Oui, parce que... oui, bien sûr, c'est une chance. Je crois que une vie d'humain est grande par la cause qu'il sert et par les efforts qu'il fait, par ce qu'il apporte aux autres, que ce soit des personnes, ou que ce soit des groupes, ou que ce soit une nation. Donc effectivement, au travers de ce métier d'officier de gendarmerie, j'ai réussi à servir une cause qui m'a toujours intéressé et stimulé. Mm-hmm. Et aujourd'hui, notre sujet est le changement des valeurs traditionnelles en France, dans l'armée Oui. française. Mm. Et d'après votre... déjà, c'est quoi les traditions et les valeurs dans l'armée française? Oh, écoutez, et je crois qu'une des premières, un des premiers éléments de réponse, ce serait de dire que dans l'armée, les militaires ont une foi. Ils croient en leur métier, ils croient dans l'objet qu'ils servent, c'est-à-dire la nation. Il croit donc dans l'histoire de cette nation, dans le présent de cette nation et dans son avenir. Donc il y a une foi fondatrice de ce qui est à la base de ce métier.
Ça, c'est une première chose, une première valeur essentielle, la foi. Foi dans ce qu'on fait. Une deuxième valeur qui existe, je crois, dans l'armée, c'est une fraternité. Alors, on peut appeler ça une fraternité d'armes. Alors, c'est d'autant plus fondamental à l'heure actuelle que cette fraternité, cette cohésion est relativement battue en brèche dans notre société. Parce que tout simplement, la société de consommation est une société qui parcellise la société, qui monte un petit peu les uns contre les autres. C'est à celui qui aura la plus belle voiture, c'est à celui qui aura la plus belle maison, c'est à celui qui va acheter le plus bon produit dans l'hypermarché. Donc il y a une division entre les êtres humains. Il y a une envie qui est créée, si vous voulez, entre les êtres humains. Et cette fraternité, elle est aussi combattue, malgré ce que peuvent dire nos autorités politiques, est relativement combattue par ces autorités politiques parce que tout simplement, on sait très bien que pour gouverner, il n'y a rien de mieux que de diviser. C'est le fameux adage diviser pour régner. Et je crois que malheureusement, c'est ce qui arrive encore plus depuis un an que nous vivons dans cette période complètement surréaliste de la crise du Covid, qui est en fait une crise de gestion du Covid, et qui n'est même pas, qui est une crise certainement, mais qui est surtout une construction volontaire autour ou à l'occasion de cet événement épidémique, le Covid. Voilà. Donc, cette fraternité est d'autant plus battue en brèche en ce moment que, à l'évidence, à cause du confinement, où on met les individus dans des petites cases, c'est-à-dire chez eux, on les oblige à rester chez eux, ils ne peuvent plus aller dans les bars, ils ne peuvent plus se discuter dans les lieux de distraction, faire du sport comme ils veulent. Enfin, ils ne peuvent plus être vraiment ensemble, donc ils sont séparés. Et en les séparant, le pouvoir a l'impression d'être à même de mieux régner et de mieux les contrôler. Ce qui, à mon sens, est vrai dans un très court terme, mais ça ne peut pas durer. Voilà. Donc voilà pour la fraternité qu'on peut trouver dans l'armée et qu'on trouve de plus en plus difficilement de nos jours, d'autant plus avec cette crise de la gestion du Covid. En ce qui concerne d'ailleurs le premier point, c'est-à-dire la foi qui anime la plupart des militaires, je crois qu'on trouve encore cette foi dans la société civile, notamment chez les jeunes. Je pense que on peut justement compter sur cette jeunesse, sur leur jeunesse, pour avoir une volonté de trouver des raisons exaltantes de vivre, et non pas se laisser endormir par la consommation boulimique qu'on nous propose et qui effectivement est abrutissant. Je crois que les jeunes ont besoin d'exaltation. On le voit au travers des différentes causes, qui sont d'ailleurs des causes qui marchent assez bien dans l'esprit de notre des compositions, des composants de notre société. Par exemple, la protection de l'environnement, si vous voulez. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. La protection de l'environnement est une très belle cause. Le problème, c'est qu'elle est défendue assez souvent par des écologistes qui ont énormément de choses derrière la tête. La protection de l'environnement, pour eux, est presque comment dire, un paravent. Ce que disait un journaliste du Figaro qui s'appelait André Froissart, il disait que les écologistes, c'était comme les pastèques, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Et effectivement, les écologistes, en France en tout cas, sont souvent des gauchistes, des anarchistes, qui se sont reconvertis dans l'écologie parce qu'ils ont trouvé que c'était évidemment un moyen de survivre, faire survivre leur mouvement. Mais malheureusement, je crois qu'ils servent assez mal l'écologie en question.
Alors, et le troisième valeur dont je pourrais vous parler concernant les militaires, il y a une exigence, et qui est d'ailleurs la conséquence de leur engagement, de leur foi. Et cette exigence, c'est l'exigence dans l'exécution de leur mission, dans l'acquisition de leur professionnalisme. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire que le travail d'un militaire est un travail relativement simple. Alors Napoléon d'ailleurs disait que l'art de la guerre était un art simple, tout d'exécution. Et Dieu sait que l'exécution est souvent difficile, surtout quand les soldats mettent en jeu leur vie. Et là, l'exécution, c'est pas quelque chose d'évident. Mhm. Et quel est le changement aujourd'hui? Alors, donc je crois que l'essentiel est toujours présent, mais il y a des attaques. Il y a énormément d'attaques contre cette institution. Dernièrement, par exemple, on a appris que l'Union européenne, et ainsi d'ailleurs que avec l'Allemagne fédérale en soutien, l'Union européenne voudrait limiter le temps de travail des militaires à 35 heures par semaine, ce qui est extraordinaire. On ne peut pas concevoir qu'un militaire, surtout quand il est en opération, puisse être régi par les mêmes règles de travail qu'un fonctionnaire ou qu'un membre d'une entreprise qui est derrière un bureau et qui remplit des papiers toute la journée ou reçoit des clients. Ça n'a rien à voir. Et à l'évidence, si vous voulez, vouloir imposer les 35 heures, par exemple, dans l'armée, c'est tout simplement vouloir détruire l'armée. Ni plus, ni moins. Donc, il y a des attaques. Parce que, évidemment, l'institution militaire est une institution fondamentale dans une nation. D'ailleurs, si vous voulez, en France, la nation française a été construite après l'armée. C'est parce que l'armée a été mise en place par le roi et que le roi a senti qu'il fallait mettre une armée professionnelle et permanente, qu'il a commencé à lever des impôts et créer toute une administration pour gérer ces impôts, etc. Donc la nation est née, l'État, si vous voulez, est né comme cela, au travers du besoin d'avoir ressenti par le roi d'avoir une armée pour asseoir son pouvoir. Et donc, il est évident que si vous attaquez cette institution, c'est en fait l'État, c'est le cœur de l'État que vous attaquez. La gendarmerie a depuis 10 ans perdu un petit peu de son caractère militaire qu'elle avait auparavant. C'est-à-dire que, par exemple, la disponibilité de ses personnels, 24 heures sur 24, il ne fallait pas en abuser, bien entendu. Il fallait appeler les gens, enfin les gendarmes à leur mission quand effectivement il y avait une raison évidente de les appeler. Mais s'il y avait urgence, 24 heures sur 24, ils pouvaient intervenir. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est plus difficile. Auparavant, les gendarmes habitaient tous sur le même lieu, dans le même immeuble, dans le même groupe de maisons. Ils étaient donc rassemblés, ce qui favorisait la cohésion et qui favorisait aussi le rappel de tous ces militaires quand le besoin s'en faisait sentir. Alors, ça n'a pas changé, ils sont toujours, théoriquement, ils habitent toujours dans le même lieu, mais dans les faits, malheureusement, par le seul fait du relâchement, d'un relâchement de la discipline, ces habitations ne sont pas toujours habitées. Et donc, il y a une dispersion un petit peu d'une certaine part de personnel de la gendarmerie qui n'habitent plus leur logement de service, ce qui est nuisible à l'exécution du service lui-même et à la cohésion. Voilà. Et avez-vous senti le libéralisme et le progressisme dominent notre société et cela a permis d'attaquer aussi l'armée? Ah oui, oui, bien sûr. Si vous voulez, il y a deux choses qui attaquent les fondements de notre société, de la société
occidentale de la société des libertés, plus généralement. On pourrait parler de ça, la société des libertés. Il y a une part qui est une attaque venant des marxistes. Vous parliez des communistes tout à l'heure, bien entendu, des marxistes, des anarchistes. Bon, ça c'est une première catégorie d'attaque. Et d'autre part, il y a une autre catégorie d'attaque, c'est effectivement les intérêts libéraux, les intérêts de commerce, les intérêts financiers mondialistes, qui se sont rendus compte que la nation, les nations, avec leurs frontières, avec leurs particularismes, étaient en quelque sorte une entrave à leur développement facile au travers de grands marchés mondiaux. Et les marxistes, de l'autre côté, si vous voulez, ils se sont dit qu'effectivement, si on brisait les nations existantes, ce serait évidemment affaiblir les pays et donc permettre, au travers de cette destruction, peut-être un jour ou l'autre, un remplacement par leur système. Donc il y a une double attaque, deux attaques convergentes contre nos sociétés de liberté. Une attaque venant des hypermondialistes libéraux et une attaque venant des marxistes, des anarcho-marxistes, si vous voulez, auxquels d'ailleurs se sont rejoints une grande partie des écologistes. Voilà. Et c'est sur ces deux fronts, si vous voulez, c'est à ces deux fronts qu'il faut faire face. Et par exemple, dernièrement, dans le Times, le magazine américain, il y a eu tout un grand article qui se félicitait de la tactique qui avait été mise en place pour faire gagner Biden. Et il soulignait justement cette convergence contre nature, bien entendu, entre les marxistes d'un côté et les libéraux économiques et financiers de l'autre, en disant que cette convergence avait permis effectivement de faire gagner Biden, en tout cas de faire gagner dans les apparences. Et tout à l'heure, vous avez parlé de votre livre, La révolte des silencieux. Est-ce que cette révolte est liée justement de toutes ces derrière des choses-là? Oui, bien sûr. Alors, je vais vous expliquer je vais vous raconter un tout petit peu pourquoi j'ai écrit ce bouquin. En fait, j'étais dans le service de communication du ministère de la Défense, qui est un gros service de communication. On était 200 à faire de la communication. Beaucoup trop, d'ailleurs. Bon, peu importe. Comme dans l'administration, souvent, il y a beaucoup trop de monde. Mais si vous voulez, les postes de l'administration, surtout quand ce ne sont pas des postes qui sont ouverts sur concours, mais des postes qui sont sur contrat, ça permet aux politiques de faire employer leurs petits copains. C'est classique, en tout cas en France. Je ne sais pas si ailleurs c'est la même chose, mais en tout cas en France, c'est comme ça. Et donc, j'étais dans cette institution et j'y trouvais des tas d'intérêts à servir cette institution. C'était très intéressant et on était très au fait des problèmes de défense et de la politique de défense. Mais il y avait certains moments, si vous voulez, où le politiquement correct et la propagande étaient vraiment assez pesantes. Et donc, tous les matins, avant d'aller à mon bureau, entre 6h et 7h du matin, j'écrivais une page de ce roman et ça me défoulait pas mal, je vous dirais franchement. Voilà. Alors, qu'est-ce que je raconte dans ce roman? Ben, c'est tout simplement, justement, la réaction des Français tout à fait classiques, de petits bourgeois, en gros, à peu près, classe moyenne, qui, face à la dégradation, si vous voulez, qui affecte notre société, à toutes ces attaques qui affectent notre société, des attaques sur les valeurs, des attaques sur l'environnement, des attaques sur toutes les attaques qu'on peut recenser. Un moment ou un autre, ils se disent qu'il faut faire quelque chose. Et ils vont basculer dans l'illégalité. Et ils vont faire de l'action directe, comme on dit depuis les mouvements anarchistes de la fin du 19e siècle.
Et alors de l'action directe plus ou moins violente, je ne vais pas vous raconter tout le bouquin, plus ou moins symbolique, plus ou moins répréhensible, mais si vous voulez, qui se justifie par le simple fait qu'ils ne se sentent plus défendus par leurs autorités politiques, par les gens qu'ils ont élus. Ils sont en quelque sorte dans une déception totale, dans une, comment dire, il faut qu'ils fassent quelque chose parce qu'ils en ont assez d'être abandonnés en quelque sorte. Mhm. Et du coup, quel est Oui. votre bilan? Quel est votre bilan pour le gouvernement Macron jusqu'au maintenant? Alors, oui, alors le gouvernement Macron, si vous voulez, c'est vraiment un gouvernement typique au service justement des intérêts mondialistes, financiers et économiques. C'est vraiment, d'abord, Monsieur Macron a été remarqué par Monsieur Attali, Jacques Attali, qui est évidemment un représentant, mais vraiment très, très typique de cette mouvance mondialiste qui regroupe des Soros, qui regroupe tous les, par exemple, le docteur Schwab qui dirige Davos, etc. On ne va pas les nommer, il y a Biden, etc. Enfin, bon, les Clinton, enfin, bon. Et donc, cet homme, Emmanuel Macron, qui a effectivement beaucoup d'énergie, je pense pas tellement de scrupules, mais enfin, ça c'est assez vrai de beaucoup d'hommes politiques. Hein. Pour vouloir le pouvoir, malheureusement, la plupart du temps, il faut pas avoir de scrupules. Bon. Et donc, je crois qu'il est un digne représentant de ses intérêts mondiaux et un bon petit soldat qui a un certain talent dans l'exécution. Mais je crois qu'il est très néfaste pour la France. Mais c'est les Français qui l'ont élu. Par exemple, si vous voulez, si on regarde son concurrent, ce concurrent qui a été descendu par, en quelque sorte, les autorités judiciaires et par la presse, ce qui fait qu'il n'a pas accédé au deuxième tour. Monsieur Fillon, par exemple, avait trois défauts majeurs pour tous ces intérêts mondiaux financiers et économiques. D'une part, il se disait catholique, donc il avait mis en avant sa foi, si vous voulez, sa foi en certaines valeurs, valeurs d'honnêteté, de justice, etc. Deuxièmement, il venait de sortir un livre en disant qu'il fallait arrêter l'immigration parce que c'était forcément une voie qui nous conduirait à la catastrophe. Donc, il n'était pas immigrationniste. Et troisièmement, il avait dit que dans la fonction publique, il y avait trop de monde et qu'il fallait en gros diminuer la fonction publique de 500 000 personnes. Ça aussi, c'était catastrophique pour ces gens. Et donc, eh bien, ils se sont débrouillés pour qu'il ne soit pas élu. Donc, les Français ont élu Emmanuel Macron. Eh bien, on a les gouvernants qu'on mérite, la plupart du temps. Mais si vous voulez, un jour ou l'autre, il ne faut pas être pessimiste. Je crois qu'un jour ou l'autre, face à un système qui n'est pas bon, face à un système qui n'est pas équilibré, automatiquement, il y a une espèce de réaction qu'on pourrait identifier une réaction chimique ou physique, si vous voulez. Il y a de telles pressions qui se développent dans ce système qu'à un moment donné, ce système se décompose ou explose. Il implose ou il explose. Regardez par exemple l'URSS, après 70 ans de ce système politique inepte et criminel, 70 ans c'est long quand même. Hein. D'ailleurs, je ferai remarquer que les systèmes totalitaires de gauche durent beaucoup plus longtemps que les systèmes totalitaires de droite. Ils sont beaucoup plus astucieux. Évidemment, ils sont plus astucieux parce que les systèmes totalitaires de gauche prétendent instaurer leur dictature pour le bonheur de chacun, pour le bonheur du peuple. Alors que les systèmes dictatoriaux
de droite, de style fascisant, mettent plutôt en avant la grandeur de la nation, ce qui est quand même moins attrayant, si je puis dire, sur la durée. Voilà. Et donc, ce système, comme le système de l'URSS, a explosé, ou a implosé plutôt. Et je pense que les autres systèmes dictatoriaux qui existent de nos jours, notamment en Chine, à un moment ou un autre, va imploser. Mais les Chinois sont beaucoup plus intelligents que les Russes, à mon sens. En tout cas, les gens du Parti communiste chinois ont été beaucoup plus intelligents que les composants du Parti communiste russe, parce qu'en fait, ils se sont dit que pour garder leur place dominante, pour garder leur pouvoir, il fallait qu'ils changent d'affichage idéologique. Et voilà, ils sont toujours en place, ils ont tous les leviers, mais ils ont accepté de prendre le système de production industriel libéral comme cheval de bataille. Et comme ils ont instauré avec ce système de production, évidemment, une énorme discipline, pire qu'une discipline, une dictature, auquel vous ne pouvez pas échapper, eh bien, évidemment, c'est un système économique qui dispose d'ouvriers, de cadres particulièrement efficaces et travailleurs, parce qu'ils ne peuvent pas être autre chose qu'efficaces et travailleurs. Contestation, on le sait bien, il n'y a pas de syndicat en Chine populaire. Et puis, il y a tout un système de contrôle que l'on connaît maintenant grâce au développement du digital, du virtuel et de l'Internet, qui est redoutable. Mais un jour, ça va imploser. Mhm. Et tout à l'heure, vous avez parlé du politiquement correct. Justement, ça vient de ça que vous voulez écrire un livre. Et en France, vous pouvez faire un certain exemple. Quel type d'âme c'est politiquement correct? Par exemple, le réchauffement climatique, c'est extraordinaire ça. Bien sûr on peut mesurer certaines années, depuis une 10 ou 15 ans, un certain réchauffement des moyennes du climat. Mais d'abord, on n'a pas attendu les 20 ou 30 dernières années pour voir des variations climatiques exister dans notre monde. On sait très bien que il y a 2 ou 3 siècles, il y a eu des petits hivers, enfin des petits hivers glaciales, etc. Enfin bon, il y a il y a eu toutes des recherches qui ont prouvé qu'il y a eu toujours des fluctuations climatiques, et même plus loin, enfin plus loin dans le temps. Enfin, et à ces époques-là, il n'y avait pas d'industrie qui rejetait du CO2 dans l'atmosphère, autre chose. Et maintenant, donc, le politiquement correct concernant le réchauffement climatique, c'est de dire il y a un réchauffement climatique et il est dû à l'activité humaine des sociétés industrialisées. Et donc, le but, évidemment, de cette affirmation qui n'est absolument pas prouvée, c'est évidemment d'attaquer les fondements économiques de ces sociétés industrialisées et essayer de saper, en quelque sorte, ces industries. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention, attention aux pesticides, attention à tous les rejets qu'on peut faire de l'atmosphère, etc. Bien sûr qu'il faut lutter, qu'il faut essayer d'avoir une industrie la plus propre possible, bien entendu. Mais si pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut complètement arrêter notre industrie et notre production et notre activité, évidemment, les conséquences négatives seront nettement supérieures aux bénéfices. Mm-hmm. Donc, à cause du politiquement correct, qui est une espèce de phénomène de foule désordonné, déraisonné, déraisonnable, on en arrive malheureusement à discréditer le combat initial qui était un bon combat. Et est-ce que vous avez entendu aux États-Unis, en Texas, il y a une coupure d'électricité parce qu'il fait tellement froid,
Parce que c'est un endroit d'habitude, il fait jamais 6 fois à l'hiver. Oui, bah oui, mais ça c'est le problème des éoliennes, si vous voulez. L'énergie éolienne est une énergie qui est qui peut être intéressante en appoint, en petit appoint, mais qui en aucun cas sur des grands champs d'éoliennes gigantesques qui font 200 mètres de haut, ça peut être une source d'énergie sûre, parce que d'abord il y a des variations dans le vent, et vous savez qu'une éolienne ne marche pas quand il n'y a pas de vent, et elle ne marche pas quand il y a trop de vent. Bon. Et quand elle ne marche pas, il faut compenser cet arrêt de l'éolienne par la mise en route d'une usine thermique à gaz ou à charbon, donc qui pollue énormément. Donc déjà, la bêtise, elle est là. Mais en plus, effectivement, là, dans le Texas dont vous parlez, là, les éoliennes ont gelé. Donc, et évidemment, ben, il n'y a plus de courant, quoi. Et donc, d'ailleurs, je propose de ne plus appeler les écologistes, ne plus appeler ceux qui défendent l'écologie et qui sont plutôt d'extrême gauche des écologistes, mais des écologistes. Parce que franchement, ils disent pas mal de conneries. Voyez, si vous me permettez cette trivialité, franchement, ça ne va pas. Et on constate que si on raisonne d'une manière un petit peu intelligente sur ce problème de l'énergie, on constate qu'à condition de prendre les mesures de précaution les plus adaptées possibles, on constate que l'énergie atomique est l'énergie la plus sûre qui existe. Alors, je ne sais pas pour autant qu'il ne faut pas évidemment traiter le problème des déchets. D'ailleurs, il y a très peu de temps, il y a un chercheur français, prix Nobel, je crois, qui s'est exprimé il y a 2 ou 3 ans en disant qu'ils étaient en train de travailler sur un système permettant de dégrader les déchets nucléaires pour en enlever toute la radioactivité. Voilà une piste, si vous voulez, qu'il faut absolument explorer le plus possible. Mais le politiquement correct, évidemment, ne tolère pas que l'on raisonne avec le plus de précaution et d'intelligence possible. Le politiquement correct, c'est une idéologie, c'est une foi, et c'est une foi au service d'un intérêt. Et l'intérêt en question des écologistes, c'est de détruire la société industrielle telle qu'elle est maintenant, pour mettre autre chose à la place. Alors, si vous voulez, d'une certaine façon, d'ailleurs on les a aussi appelés les Khmers verts, hein, c'est un peu comme les Khmers rouges. Vous vous souvenez, en 75, quand Phnom Penh a été prise par les Khmers rouges, toute la ville a été évacuée et ils ont envoyé toute la population dans les forêts pour briser en quelque sorte la vie de Phnom Penh et pour conduire tous ces pauvres gens à une mort presque certaine. Et tout ça parce que les Khmers rouges ont considéré que, en quelque sorte, l'organisation de Phnom Penh était une organisation mauvaise, cette ville était mauvaise, et qu'il fallait tout reprendre à zéro, il fallait faire une table rase. Le problème de la table rase, si vous voulez, c'est qu'elle ressemble étrangement à un billot sur lequel on laisse sa tête. Et ça, c'est dans toute l'histoire, ça a été comme ça. Les tables rases ont été des lieux où ont été commis les plus grands crimes de masse. Et ben justement, tout à l'heure, là, on a parlé toutes les politiquement corrects. Mais en France aussi, anti-Trump, c'est aussi devient politiquement correct. C'est-à-dire, si quelqu'un qui dit du bien de Trump, on va la regarder bizarrement. Par contre, dans les médias, et si on dit tous les mauvais pour détruire Trump, tout est permis. Ah oui, oui, absolument. Oui. Mais alors, si vous voulez, d'ailleurs, ce qu'il faut, à mon sens, enfin, ce qui n'est pas une mauvaise technique, quand, par exemple, quand on attaquait Trump devant moi, je leur disais, oui, c'est intéressant, mais alors, quelles sont les raisons pour lesquelles vous attaquez Trump? Alors là, si vous voulez, la personne est en difficulté la plupart du temps, parce qu'en fait, elle est contre X, Y ou Z
sans trop savoir pourquoi elle est contre X, Y ou Z. Et c'était vrai aussi avec Trump. Alors, il va vous dire, oh, parce qu'il avait une tête avec une grande mèche, parce que il n'arrêtait pas de tweeter. Bon, bah, ça, vous pouvez répondre sans trop de difficulté à ce genre d'assertion. Et c'est une méthode, si vous voulez, qui permet quand même un peu de dégonfler les affirmations péremptoires, idéologiquement correctes, politiquement correctes. Mais c'est vrai qu'en France, comme d'ailleurs aux États-Unis, et c'est d'ailleurs pour ça que Trump tweetait et utilisait le Twitter, c'est qu'effectivement, en dehors de quelques médias américains, il était ostracisé, il était complètement censuré. Et d'ailleurs, on a vu que Facebook, Twitter, une fois qu'ils ont compris que Trump, c'était fini, en tout cas provisoirement, ils leur ont fermé son compte et ont censuré le président des États-Unis en fonction, ce qui est absolument sidérant. Sidérant. Voilà. Voilà les outrances auxquelles nous sommes en train d'être confrontés. Mais si vous voulez, les outrances, ce sont des déséquilibres. Et il n'y a pas de système social qui peut persister dans un déséquilibre très longtemps. Il y a une loi, si vous voulez, de l'attraction, de la pesanteur, de l'équilibre, qui fait qu'à un moment donné, ça se casse la figure. Mhm. En fait, aux États-Unis, il y a un projet Grand Reset et aussi la culture de suppression. Et pouvez-vous expliquer qu'est-ce que c'est vraiment le Grand Reset et quelle est sa racine? Oui, alors le grand reset, la grande réinitialisation, si vous voulez, ça vient je crois, d'une prise de conscience aux alentours de la crise financière de 2008. Nos, nos grands mondialistes financiers et économiques, les Bill Gates, les Soros, les gens de Davos, etc., se sont rendus compte que notre société telle qu'elle était à cette époque ne pourrait pas durer très, très, très longtemps. Que forcément, à un moment donné, notamment au travers du mondialisme, les peuples allaient se rendre compte que c'était plus possible de continuer parce que tout simplement, il y aurait plus d'emplois, etc. Et ils pourraient plus vivre correctement. Et donc, ils se sont dit, il faut qu'on trouve une solution. Si on veut rester au pouvoir, si on veut continuer à avoir les manettes, il faut qu'on trouve une solution. Et la solution du gouvernement mondial, notamment, qui est une solution qui a été avancée au début du XXe siècle, hein, notamment avec la création après-guerre de la SDN, et puis aussi, c'est déjà des solutions qui étaient en cours, notamment et portées par les Rothschild. Donc, le gouvernement mondial, si vous voulez, était pour eux, et pour eux, une structure qui permette de passer au-dessus des peuples et des nations. Mais encore faut-il effectivement donner à ce gouvernement mondial une sorte de programme. Et le programme, c'est la réinitialisation en question, c'est-à-dire que on veut, au travers, grâce plutôt au progrès scientifique, grâce au numérique, à tous les systèmes de communication et de contrôle, on veut faire en sorte que la population soit de plus en plus, en quelque sorte, robotisée. Et c'est Schwab lui-même, c'est-à-dire l'initiateur de Davos et l'animateur de Davos. Davos, c'est chaque année, dans une petite ville suisse, la réunion de tous les grands mondialistes qui comptent, si vous voulez, sur cette terre. Hein. Et c'est donc Schwab qui disait, qui l'a dit d'ailleurs dès 2016 dans un de ses livres, qu'il fallait en quelque sorte connecter, si vous voulez, faire une fusion du monde physique, c'est-à-dire notre propre corps, du monde digital, l'ordinateur, et biologique. C'est-à-dire biologique, c'est qu'on vous met une puce, par exemple, dans le cerveau. Et vous devenez un robot parfait.
Et c'est, si vous voulez, je crois que c'est l'image euh, la plus ramassée et la plus simple pour expliquer ce que c'est que le Great Reset, la grande réinitialisation. En fait, c'est on fait en sorte que chaque individu soit programmé. Et en Chine, on sait très bien qu'ils ont, sans être allés encore jusqu'à l'implantation de puces dans le cerveau, etc., euh, on sait très bien que les comportements de chaque individu est suivi, notamment à l'aide des caméras qui sont implantées à l'extérieur des villes et des campagnes, et que grâce à ce suivi, on attribue à chacun, en quelque sorte, un certain nombre de points, de bons points ou de mauvais points. Et en fonction de ces bons points et de mauvais points, ça vous ouvre telle et telle possibilité d'avoir de l'argent, d'avoir un logement, d'avoir un travail, d'avoir, etc., etc. Donc, déjà, si vous voulez, cette grande réinitialisation, cette grande robotisation de l'humain est en marche. Est en marche dans les sociétés dictatoriales comme la société chinoise, mais comme dans l'État chinois. Évidemment, ce qu'ils veulent, c'est que dans toutes les sociétés occidentales, euh, cette, ce mode d'organisation soit implanté. Et ils ont pris comme prétexte le Covid, la Covid, et on sait très bien que pour gouverner, il faut diviser, et pour gouverner, il faut faire peur. En un mot, si vous voulez, on y croit ou pas, mais c'est l'image du diable. Le diable, c'est le diviseur. D'ailleurs, ce diable diviseur, c'est la même origine euh, sémantique. Et le diable, c'est souvent effrayant. Donc, voilà. En fait, en gros, vous dites notre monde est dirigé maintenant par les diables. Oui, alors, soit par le diable, si on croit à cette entité spirituelle, ce qui est mon cas d'ailleurs. Mais si vous voulez, je pense que le diable a beaucoup d'alliés. Et parmi les alliés, il y a beaucoup d'hommes. Voyez. Donc, parfois, d'ailleurs, le diable n'a même pas besoin d'intervenir. Il est tout à fait tranquille dans son royaume diabolique. Euh, il laisse faire les choses, ça se déroule bien souvent. D'ailleurs, Jacques Brel a fait une très bonne chanson sur le diable. J'encourage vos auditeurs, nos téléspectateurs à aller écouter sur YouTube la chanson de Jacques Brel où c'est le diable qui parle dans la voix de Jacques Brel et qui dit tout va bien comme j'ai envie que ça aille. Et effectivement, pour le moment, ça va bien comme il a envie que ça aille. Hmm. En fait, aussi, même ça a aussi touché dans le domaine de la loi. Par exemple, la loi, normalement, c'est pour défendre du bien, le bien, pour défendre le bien et punir le mal. Mais maintenant, la loi est utilisée pour attaquer la croyance traditionnelle. Par exemple, les juges, les juges ont validé, les juges américains ont validé, par exemple, le mariage homosexuel et aussi les films pornographiques sont aussi autorisés. Juste rajouter une limite d'âge, ça devient légal. Donc tout Oui, ça, ouais. oui, mais il y a une confusion, il y a effectivement un mélange, il y a une substitution du bien par le mal. Euh, et il est certain que si vous répétez au travers des médias, par exemple, que telle attitude qui était mauvaise il y a 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans est devenue une bonne attitude et que vous répétez ça à longueur de journées, de soirées, comme le font toutes ces radios, par exemple, qui diffusent de l'information toute la journée, euh, forcément, au bout d'un certain temps, l'opinion commune est influencée. Il y a une imprégnation, en quelque sorte, des gens par ces nouvelles croyances, jusqu'au moment où ils seront confrontés dans leur propre vie à une expérience qui forcément remettra en cause cette croyance qu'on leur a imprimée dans la tête
Et donc, le jour où ils se trouveront, si vous voulez, euh, dans une situation qui, dans la réalité, contrariera cette croyance, là, ils auront peut-être un petit peu ils remettront peut-être en cause un petit peu ce qu'on leur a, la propagande qu'on leur a insufflée. Là aussi, il faut avoir de l'espoir. Je crois que, si vous voulez, la justice immanente, par exemple, vous savez, c'est une notion euh, qui doit être chrétienne d'ailleurs, peut-être, elle est certainement présente dans toutes les autres grandes civilisations. C'est une notion qui dit que, immanquablement, par la force des choses, par la force de la vie, par la force de la réalité, la justice, la droiture, l'harmonie, à un moment donné, se rétablissent. Mhm. Et je crois que c'est une notion qu'il faut porter. Je crois qu'elle est exacte. C'est Mhm. mécanique. La justice immanente, c'est une justice qui, mécaniquement, à un moment ou à un autre, arrive. Parce Mhm. que, encore une fois, les situations déséquilibrées ont une tendance à s'écrouler. Comme son Mhm. nom l'indique, le déséquilibre, c'est la chute finale. C'est pas la lutte finale, c'est la chute finale. Mhm. Ben justement, en fait, dans la légende maya, en fait, légende maya, il a dit que nous sommes dans une période de purification de la terre. En gros, toutes les choses corrompues, tous les cœurs humains corrompus seront éliminés. Et après, il y a des guerriers arc-en-ciel qui va arrêter la désintégration de la terre. Euh, des personnes, toutes les personnes de foi et de spiritualité vont s'unir pour répandre la lumière dans le monde. Ben, oui, je suis tout à fait d'accord avec cette théorie, avec cet espoir, et je crois effectivement que toutes les religions, si vous voulez, sont porteuses d'harmonie. Alors après, il y a des dérives dans chacune des religions, hein, il y a des dérives extrémistes. Bon, mais néanmoins, au départ, les religions sont faites pour essayer de construire un monde harmonieux et un monde en bonne connexion avec l'au-delà. Et je crois donc effectivement, il pourra y avoir à un moment donné une convergence de toutes ces religions pour qu'on arrête de déconner, quoi. Mhm. Est-ce que vous sentez cette responsabilité comme un soldat de arc-en-ciel pour répandre la lumière dans le monde? Oui, et je crois qu'il faut commencer, si vous voulez, autour de soi. Vous êtes dans une file d'attente devant une boulangerie, par exemple, en ce moment, on ne peut pas tous rentrer dans la boulangerie, il faut rester un peu dehors. Bon. Vous êtes donc à côté de deux ou trois personnes. Je crois que ça peut être un moment à saisir, justement pour faire avancer l'humanité dans le bon sens. Si vous voulez, je crois que c'est à la portée de chacun d'apporter sa pierre afin de faire avancer l'humanité dans le bon sens. C'est pas nécessaire d'être chef de parti, d'être député, d'être ministre, d'être grand patron ou je ne sais quoi pour le faire. Au contraire, je crois que c'est peut-être même plus facile et peut-être plus efficace autour de soi d'essayer par l'exemple, par la parole interrogative, par une suggestion, par un geste, de recréer un petit équilibre. Mhm. C'est l'effet papillon aussi, si vous voulez, hein. Il y a un tout petit truc qui se passe au bout de la Terre, et puis ce petit truc va entraîner un autre petit truc, et une autre petite chose, etc. Et ça s'amplifie. Mhm. C'est presque viral, si vous permettez la Mhm. comparaison. Euh, voilà. Mhm. Et avant de conclure notre interview, et quel est votre message pour notre gardien de la paix et notre justice? Justement, qui n'oublie pas que ce fonctionnaire ou cet auxiliaire, ce sont des gardiens de la paix. Et c'est magnifique cette appellation gardien de la paix. Très belle appellation, magnifique. Il n'y a pas mieux, gardien de la paix. Et malheureusement,
je crois que parce qu'il y a la pression de la vie de tous les jours, la pression des missions, la pression du supérieur hiérarchique, la pression de je ne sais quoi. Euh, il y a l'énervement, il y a le drame du quotidien. Je crois que on est peut-être un petit peu enclin à oublier euh, cette, euh, cette appellation de gardien de la paix. Je crois que si tous les matins, avant d'aller au travail, avant d'enfiler leur uniforme, le policier, le gendarme, le juge euh, se disait qu'il allait faire une journée de gardien de la paix, remplir une journée de gardien de la paix, je pense que ça pourrait peut-être l'aider et nous aider. Oui. Merci beaucoup, Pierre. Je vous en prie.